Francis, on se retrouve tous les deux. Bah oui. 2 mois plus tard. Après, la dernière fois, c'était quand C'était au moment Christian. Au moment du procès de Christian. Ouais. Où ton pronostic s'est avéré juste. Tu l'avais prédit que Christian Perron serait blanchi. Et moi, je doutais de ce que tu me disais à ce moment-là. Oui, parce que tu avais une sorte de présomption comme ça sur l'intégrité des juges. Je n'avais pas confiance en l'intégrité des juges. Oui. Et moi, ce qui m'avait frappé pendant justement cette audience, c'était que vraiment, j'avais la sensation que les juges qui étaient rassemblés étaient vraiment des gens intègres. À travers les questions qu'ils posaient, la manière dont ils se conduisaient avec Christian, qui était infiniment respectueuse, contrairement d'ailleurs au comportement des gens qui venaient l'attaquer, qui n'avaient aucun respect. C'est d'ailleurs terrible de voir à ce point des gens manquer de respect pour une personnalité comme Christian. Oui. En revanche, les juges qui étaient là étaient des gens respectueux et intègres, et ça se voyait, ça se sentait. Et c'est pour ça que quand je suis sorti, je t'ai dit tout ça. C'était d'abord aussi pour te rassurer, mais pas parce que je voulais te cacher des choses. Non, c'est que vraiment... Tu sentais que c'était des gens bien, quoi. Oui. Pour une fois. Désolée de rajouter ça, mais on s'en est pris tellement dans la figure depuis 2 ans et demi. C'est vrai. Et toi, depuis tellement d'années. Oui. Mais en même temps, moi, je veux avoir confiance encore moi donc, en la justice. Et en l'humain, en les personnes qui l'incarnent. Et en l'être humain, oui. Je pense qu'il faut garder la foi. Mais bien sûr. Et il faut avoir foi en l'homme et se dire, voilà, que l'homme n'est pas simplement que le pire, il est aussi le meilleur. Il peut être aussi le meilleur. Si on pensait qu'il était le pire, je pense qu'on ne ferait pas ce qu'on fait. On n'essaierait pas de sauver les qualités humaines, de sauver le droit, de sauver les libertés fondamentales. Est-ce qu'il reste de beau dans l'être humain? Je pense qu'on est tous les deux des optimistes. Je ne suis pas optimiste. Tu n'es pas optimiste? Ni pessimiste. Réaliste alors, c'est ça? Ni réaliste. Je pense que je suis un homme de foi. D'accord. J'ai la foi. Je crois en Dieu. Ouais. Et je crois en l'homme. Et j'ai même envie de dire, je crois en Dieu, donc... Donc en l'homme. Je crois en l'homme. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas toujours beau ce qu'on voit de lui, de l'être humain. C'est pas toujours... reluisant, glorieux, enviable, exemplaire. Je finis tes phrases. Tu finis mes phrases. Il y a des gens que ça énerve que tu finisses tes phrases. Moi, je trouve ça... Moi, je ne peux pas m'empêcher. Oui. Je finis les phrases de tout le monde, oui. en fait. Moi, je trouve ça super joli. Désolée. Et puis en plus... Pas ça. Non, mais je sais, mais moi, je t'aime comme ça. Et non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est d'ailleurs, je n'arrive pas à le dire. C'est que c'est vrai que c'est pas toujours très très beau ce que l'être humain nous montre de lui. Mais en même temps, si il nous montrait que des choses belles, on serait plus dans la foi, on serait dans une certitude. C'est vrai. La foi, c'est quelque chose qui ne se justifie pas par les apparences, mais par une émotion qu'on ressent, qui s'appelle la confiance. Et je pense que c'est pas en se méfiant de l'être humain qu'on le rendra meilleur. Non, ça c'est sûr. Je pense que c'est en lui faisant confiance. À qui te dis-tu? Moi-même, les gens qui me trahissent, je leur fais encore confiance après. Mais je pourrais pas faire autrement. Au moins tu leur donnes une chance. Je leur en donne 10. Et ça, c'est ta dernière œuvre écrite que j'ai lue dans l'avion, que j'ai fini de lire dans l'avion il y a 2 jours. J'ai pris plein de notes. T'as pris plein de notes, j'adore. Mais écoute, les livres pour moi, c'est des supports de ma pensée et de mes réflexions. Et pour les
pour m'en rappeler de tout ce que ça m'inspire, Ouais. j'ai besoin de le noter. Et en plus, ça me permet d'aller plus vite vers les morceaux qui m'ont marqué. Notamment, quand je lis ta lettre au lecteur et à la lectrice que nous sommes, ça date du mois d'août 2022, tu dis « C'est à toi que je parle, mon frère, ma sœur. » Et là, je te reconnais, parce que pour toi, tous les êtres humains sont tes frères et tes sœurs. Et c'est bien que tu l'aies écrit. Les gens qui ne te connaissent pas, ou pas vraiment, ne savent pas ça. Que tu as cet amour profond pour ton prochain, pour tous les êtres humains, y compris ceux qui te maltraitent. Et ça, c'est vraiment Francis Lalanne en concentré, cette phrase-là. Et donc tout le livre est écrit en vers et en alexandrin. En vers et contre tous. Exactement. Et tu m'as appris, enfin, j'ai appris, grâce à toi, ce qu'est le chant royal, parce que ce livre est écrit sous la forme du chant royal. Donc c'est encore plus complexe que la ballade que tu avais écrite en... Oui, parce que, 92, en fait, c'est ça ? pour résumer les choses, la ballade est une forme fixe. Hein, Ok. et qui obéit à des règles. Mais on peut dire qu'elle est semi-fixe parce que sa forme peut changer. Mais ce qui ne peut pas changer, c'est sa règle. Okay. Et la règle, c'est que quand tu choisis, par exemple, un système de rime pour la première stance, tu dois le reproduire. Donc stance, il faut juste dire, c'est pareil que strophe. Oui. Tu dois le reproduire sur les 2 strophes qui suivent. Il y a 3 strophes dans une ballade, plus un envoi. Et donc, la première strophe, la première stance, le dessin qu'elle a, la structure de rime qu'elle a, et de rythme, et tu dois la reproduire dans les stances qui suivent. Dans une ballade, il y en a 3. Dans un chant royal, il y en a minimum 5. Et là tu en as mis 9. 9. Donc c'est technique. Ah bah oui, c'est plus que technique. Technique, et c'est l'art français. Tu vois, je dis dans ce livre, pourquoi s'adresser en vers à l'occupant de l'Élysée? D'abord pour l'instruire. C'est très joliment dit. Bah, oui. Et pour faire vivre la culture qu'il méprise. Fondamentalement, ce monsieur. Lui qui nie l'existence et la valeur de l'art français ne doit pas demeurer plus longtemps dans l'ignorance et dans l'erreur. Force est donc de l'informer que non seulement l'art français existe depuis toujours, mais qu'il est encore une forme de résistance. Tout est dit. Et la deuxième strophe, la deuxième stance, si vous vous prétendez président de la France, monsieur le dictateur aux airs d'Hurluberlu, j'aime beaucoup. Tu sais qu'on peut dire Hurluberlu ou Uluberlu. Ah non, je ne savais pas. Je préfère Hurluberlu, même s'il est plus difficile à dire. Oui. Ce n'est pas parce que les Français l'ont voulu, mais c'est en pratiquant la fraude, en l'occurrence, la fraude électorale. Et vous l'aurez compris, je ne viens pas ici faire ma révérence. Ben, heureusement, j'espère bien. À ce malfrat qui double en vous le mal appris. Je ne viens pas ici faire ma révérence à ce malfrat qui double en vous le mal appris, mais pour faire cesser, comme de droit, je cite, le trouble dit manifestement illicite que constitue le fait de vous voir exercer, alors que le scrutin ayant été faussé, vous n'êtes pas, monsieur, président des Français. Il y a un vers que j'ai beaucoup aimé qui parle des médias. Et je vais le retrouver. Au son de la leçon que vos médias récitent. Cette phrase, cette proposition vibre en moi. J'adore écrire sur les livres comme toi. Oui. Alors, mon éditeur, ça l'agresse quand on écrit sur le livre, mais moi j'adore écrire sur le livre. Parce que j'adore écrire, et qu'en fait, un livre, tu l'écris sans cesse. Tu n'arrêtes pas de l'écrire, en fait. Même quand il est fini, tu continues à l'écrire. Et ça, j'aime beaucoup aussi, et j'ai voulu le mettre à l'envers. Prince des malfaisants aux ordres des menteurs, mais ça peut être aussi prince des menteurs aux ordres des malfaisants. Oui. Je trouve que c'est très bien dit. Mais au son de la leçon que tes médias récitent, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment une sorte de ronron, comme ça, qu'on entend partout. Et c'est pour enfoncer comme un clou un mensonge dans la tête. Un mantra même. Oui, un mensonge dans la tête des gens pour leur faire croire que ce mensonge est la vérité. Et c'est un son comme ça
Il est tapé comme ça Voilà. en permanence. Et puis, il y a d'autres paragraphes. On dit pas paragraphe, c'est peut-être un blasphème de dire Non, paragraphe. non. Pour des vers. Non. En l'occurrence, là, ce sont des quatrains qui s'enchaînent. Oui, là on est dans des quatrains. C'est la partie. C'est dans l'Ode, non? C'est l'Ode. S'appelle En d'autres termes. Ah, en d'autres termes. C'est à la suite du discours du 20 septembre. Cette abjection. Quand les référendums ont été votés, enfin juste avant le vote des référendums pour les 4 régions ukrainiennes qui sont devenues russes, tu parles de la guerre en Ukraine et tu fais un parallèle avec la guerre en Irak, auquel la France s'était refusée de participer et qu'elle n'avait pas cautionné. Il y avait eu ce discours extraordinaire de Villepin, qui, pour moi, a été... quand je repense à ce discours, je me dis que c'est la dernière fois qu'on a entendu s'élever la voix de la France telle que... elle a toujours prétendu être... c'est-à-dire la voix de l'humanisme, la voix de la paix, la voix de la sagesse, qui exhorte les êtres à ne pas envenimer leurs relations. Tu sais, moi c'est comme ça que je vois la France, comme un arbitre bienveillant qui cherche la meilleure façon d'accorder l'âme des peuples, et pas comme celle d'un foudre de guerre qui veut dresser les uns contre les autres, qui veut souffler sur la braise pour que le feu prenne davantage. C'est affreux ce qu'a fait le paltoquet qui se prétend président. Mais avant ça, par exemple, cette strophe où tu dis « C'est la dernière fois que j'entendis, je pense, et la voix de la paix et la voix de la France s'est levée dans le monde au nom de ses valeurs et du drapeau français honorer les couleurs. » C'est ce que tu viens de dire. Ouais. C'est vrai que je rends hommage à de Villepin dans ce livre, parce que quand tu compares, il faut écouter les deux discours, quand tu compares le sien, où la France dit non aux États-Unis. En 2003. Ouais, t'as Powell qui agite une fiole en disant voilà. Arme de destruction massive. Voilà. Dans ma main, je tiens une fiole, et cette fiole, c'est une arme de destruction massive. On l'a trouvée là-bas, donc on va bombarder l'Irak. Ce qui est fou, c'est qu'on y ait cru, je trouve. Mais pas la France. Mais pas la France, à ce moment-là. Et la France a dit non. Oui. Et je me rappellerai toujours, à la fin de son discours, quand de Villepin a terminé son discours, il y a eu un silence. Et juste après ce silence, qui était celui de l'émotion, d'ailleurs, c'était pas comme pour le Blanc-Bec, qui a raconté ses délires devant une salle aux 3/4 vide. Oui. Là, la salle, elle était pleine. Oui, tous les pays étaient représentés pour venir écouter la voix de la France. Et à la fin, il y a eu ce silence. Et après ce silence, il y a eu des applaudissements. La France a été applaudie. Et tous les ambassadeurs des pays qui ne faisaient pas partie du Conseil de sécurité ont applaudi la France qui parlait finalement au nom des peuples pour la paix. Moi, quand je te dis ça, j'ai presque envie de pleurer tellement je suis ému, parce que... T'étais fier de la France à ce moment-là? J'étais fier. De ton pays? J'étais fier, je l'ai dit d'ailleurs à Chirac. J'avais croisé un match. Ah ouais? Je suis allé le voir et je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit que j'étais fier. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a souri, il a dit, il a baissé comme ça, c'était quelqu'un d'assez humble, Jacques Chirac. Je ne suis pas certain vraiment qu'il était derrière tout ça. Je pense qu'il était bien entouré, bien conseillé, et il a su faire le bon choix. Et le bon choix, c'était de dire non aux Américains. On sait très bien ce que vous voulez faire. On ne vous le dira pas en pleine face, parce qu'on ne veut pas vous faire perdre la face, mais on ne mangera pas de ce pain-là. Oui. Et ça, c'était la dernière fois. La dernière fois. Là, tu écris « L'Europe est dévastée par l'oncle d'Amérique. La guerre n'étant
là que pour vider ses stocks, pour l'empêcher d'unir ses forces historiques et d'aller de Paris jusqu'à Vladivostok. Oui. C'est pour nous empêcher, en fait, nous allier Bah oui. avec notre allié naturel La Russie. et géographique. La Russie, c'est notre allié naturel. C'est ça. Et d'ailleurs, tous les ministres des Affaires étrangères américains qui se sont succédés, Kissinger en tête, Ouais. ils ont toujours dit que c'était une connerie de vouloir emmerder les Russes avec l'Ukraine et de s'approcher comme ça des étrangers proches, alors que la politique étrangère des Kissinger, Russes... ça m'étonnerait qu'il si, était si. contre. Il était quand même proche de Zbigniew Brzezinski Oui, mais même Kissinger a dit, et de Rockefeller. même Kissinger a dit qu'il valait mieux jouer la carte des Russes, de l'alliance avec Alors les là, Russes. tu m'apprends quelque Oui, chose. oui, oui, oui. Mais tu sais, ces diplomates, ils sont à géométrie variable. Ok. Mais quand justement quelqu'un comme lui, Ouais. et on sait que ses sympathies n'allaient pas vers les Russes, Non, effectivement. mais te disent... C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui te disent de manière pragmatique que finalement, vaut mieux jouer la carte des Russes que de se C'est qu'ils laisser... sentaient bien qu'il ne fallait pas y Mais aller. il ne fallait pas y aller. Oui. Mais c'est pas simplement que la Russie est l'allié naturel et l'ami naturel de la France, et que, bien évidemment, là, l'Europe devrait jouer la carte russe et pas la carte de l'OTAN. Ben, c'est ça. Parce que tu dis dans le oui, paragraphe suivant. les Américains utilisent les dirigeants des États-nations de l'Union européenne pour détruire l'Europe. À leurs dépens. Parce oui. que c'est nous qui allons en souffrir de tout ça. Oui, oui, Donc tu dis, c'est le mauvais cheval que l'Europe a choisi. oui. C'est le mauvais allié que pour elle et l'OTAN, elle aurait dû rallier le Russe et l'Eurasie et non pas se marier ainsi avec Satan. Et non pas se marier ainsi avec Satan. Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point Gaspadin, Poutine, le président Poutine, à quel point il est patient. Ouais, à quel point il est patient. Parce que là, franchement, si vraiment on avait eu un hystéro... Macron, il aurait, ah ouais. il aurait appuyé Si sur on le avait eu bouton. un hystéro du genre de l'imposteur qui règne actuellement sur la France, à la place de Poutine, je pense que les bombes, elles auraient vraiment volé dans tous les sens. Le gars, il est calme, patient, et il joue aux échecs, lui. Oui. Et il a 7 il coups attend d'avance. patiemment. Ouais, il a 7 coups d'avance, au moins. Ouais. Ouais. Et puis alors, dans l'envoi, justement, l'envoi de la partie, de la fin, justement, de cette partie qui s'appelle En d'autres termes, l'envoi, il ne fait plus 4 lignes, il en fait 8. Alors, un envoi, c'est libre. Ah. Et l'envoi, c'est une... comment dire, il est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de se conformer à la forme des stances qui précèdent, Okay. mais il doit maintenir le vers refrain à la fin, et il doit conserver en tout cas une partie des rimes des stances précédentes. Mais il doit se modifier un tout petit peu. Oui, effectivement, là, je le trouve très, très juste. Donc, message, j'ai ajouté message à Macron. Prince qui ne l'est pas, gérant de pacotille, laquais du grand forum économique mondial, érigé en sauveur. Je ne suis qu'un poète, un artiste, un rêveur, mais je suis un Français, donc je prends la Bastille. La tienne va tomber, comme toutes les autres. La tienne va tomber, n'en doute pas, Seigneur, avec un A. Et la France, non pas la tienne, mais la nôtre, pour tous, redeviendra la maison du bonheur. Ouais. Prince qui ne l'est pas. Oui. Voilà. Mais il se prétend prince. Ouais, qui ne l'est pas. Beaucoup de Gérant de pacotille. Parce que, franchement, on ne peut pas gérer plus mal que lui. Gérant de pacotille, laquais du grand forum. Ouais. Parce que ce type qui se prend pour le marionnettiste est lui-même la Et marionnette. la marionnette, bien sûr. Il est la marionnette de Davos et de ceux qui commandent à Davos. Parce que Exactement. toute partie visible a une partie À une invisible. partie invisible, Hein, qui est voilà. bien plus... Laquais du opérante. grand forum. Laquais du grand forum érigé en sauveur. Ouais. Je ne suis qu'un poète, un artiste, un rêveur, mais je suis un Français, donc je prends la Bastille. La tienne va tomber comme toutes les autres. La tienne va tomber, n'en doute pas, Seigneur. Et la France, non pas la tienne, mais la nôtre, pour tous, redeviendra la maison du bonheur. Ouais.
Oui. Ça donne la foi. Même si on ne l'a pas, moi je l'ai, hein, mais je pense que ça la donne au plus déçu, au plus fataliste, je dirais. C'est fait pour ça, un livre. Ce livre, c'est un livre de combat. D'ailleurs, c'est un livre qui est censuré. On ne le trouvera pas dans une librairie. Aucune librairie n'a voulu le vendre ? Non. Est-ce que tu es allé... Non, question débile, mais tu as été voir la FNAC, j'imagine ? Je ne vais pas dire de nom. Et c'est mon éditeur qui fait ça. Okay. Et mon éditeur, du coup, voyant les résistances dans les librairies, il a décidé de mettre en place un site qui s'appelle novimondi.com. Il faudra que tu l'affiches. Ouais, et si on veut se procurer ce livre, eh ben, il faut passer par ce site, parce que c'est un livre qui se vend même Amazon. Amazon, je crois, eux, ils font feu de tout bois. Non, je crois que eux le vendent. Mais c'est un livre qui se vend sous le manteau. C'est pas un livre qui sera affiché dans le système. Et c'est pour ça que toutes les médias mainstream qui, pendant 45 ans, m'ont invité pour que je vienne parler de mes œuvres, hein, de mes disques, de mes livres, de mes pièces de théâtre, de mes films, et de tout ce que j'ai fait même en tant que danseur. Moi, j'ai toujours été invité. Les parties artistiques. Moi, j'ai jamais appelé pour faire une émission. On m'a toujours... Personne te demandait. On m'a toujours appelé. Là... et là, c'est un acte politique. Là, c'est un acte politique. C'est bien plus que de l'art. Là, il y a une attachée de presse qui a appelé. Oui. Et Francis Lalanne, non. Non. Parce que les gens risqueraient de se rendre compte que tu n'es pas que chanteur, que tu n'es pas que poète, mais que tu es aussi d'une culture assez vaste, et puis avec un combat qui est tellement juste que ça pourrait réveiller des consciences. Non, je pense que c'est ça. Je pense que tout le monde sait que je suis poète, écrivain, chanteur, danseur, acteur, etc. Tout le monde le sait. Et dans le monde médiatique, tout le monde le sait. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'un livre fait tellement peur ? Parce qu'il risque de faire bouger les lignes, ce livre. Parce que, comme je l'ai dit à la fin, scripta manent. Les écrits restent. Les écrits restent. Et, tu vois, je pense que tout ce qui est dans le monde, qui est sur Internet, en fait, ces choses qu'on poste... Elles sont éphémères, finalement. Voilà. Ça, c'est pas éphémère. Elles s'évaporent, tandis que ça, non. Ça restera pour toujours écrit. Ouais, les gens pourront pas dire qu'ils n'ont pas été informés. Exactement. Et ceux à qui je m'adresse ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Parce que tout est écrit dans ce livre. Et du coup, tu le dis très bien, du fond de ma prison sociale et médiatique, je garde vive en moi ta fibre romantique. Et même si je suis exclue de tout débat, qu'importe, en Cyrano, je me bats. C'est tout toi. Elle m'a mis les larmes aux yeux, cette J'ai mis en exergue de ce poème un anonyme qui s'appelle... quelques vers écrits par un anonyme, et qui sont les vers de la chanson de Mandrin. Okay. Du haut de ma potence, je regarde la France. J'y vois mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez? J'y vois mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Et en fait, en m'inspirant de cette chanson qui me fait toujours pleurer, je sais pas pourquoi. Mais il y a plein de choses qui me font pleurer. Et donc j'ai mis... c'était là, je crois. C'était juste avant. Ouais, du fond de ma prison sociale et médiatique, je garde vive en moi ta fibre romantique, je parle de celle de la France. Et même si je suis exclu de tout débat, qu'importe, en Cyrano, je me bats. Du fond de ma prison avec mes camarades, je pardonne à tous ceux qui m'ont laissé en rade, et je souffre avec eux, mais en gardant l'espoir que bientôt verront clair ceux qui sont dans le noir. Voilà, je ferai toujours front. Je ferai toujours front, quel que soit le danger. Je crois
que vient le temps où les temps vont changer, et dans ce changement, je mets mon espérance, et du fond de ma prison, j'en appelle à la France. Tu peux être en prison et appeler ceux qui sont dehors à se lever. Et c'est exactement ce que tu fais. Et c'est exactement ce que je vis. Et tu dis aussi, du fond de ma prison, je pense ainsi parfois, mais je reste à mon poste, je garde la foi, et je brandis la plume à la place du glaive pour exhorter le peuple à prendre la relève. Voilà. C'est la même chose dit différemment, mais c'est exactement ça. C'est un appel au peuple. Parce que je pense que les gens vont se réveiller. Je pense que la France va relever la tête. Et elle l'a toujours fait dans l'histoire. Je pense que les gens sont un peu KO debout là parce que ils sont en train de se rendre compte qu'on les a trompés, que c'est très dur à admettre. Parce que ils ont engagé leur santé dans cette confiance. Ils l'ont mise en danger, la leur, celle de leurs enfants. Oui. Et ils l'ont fait de bonne foi parce qu'ils ont fait confiance. Et là, ils se rendent compte qu'on les a trompés. Donc forcément, il y a un moment, il y a un état de choc. Je pense que le peuple français est en état de choc parce qu'il réalise qu'on lui a menti. Et qu'on continue à lui mentir. Et que ceux qui mentent sont au pouvoir. Et donc, bien sûr que ça crée un moment d'inertie, mais je pense que ce calme que d'aucuns pourraient reprocher au peuple français, moi je pense que c'est pas le calme des gens qui renoncent. Moi je pense que c'est le calme qui précède la tempête. Moi je pense aussi. Et la tempête sera d'autant plus forte et violente de la part des gens justement qui ont fait confiance. Et qui ont été jusqu'au bout de cette folie. Nous, quelque part, on s'est préservé du pire en n'allant pas là-dedans. Je sais pas si on s'est préservé du pire parce que on a tous dans notre entourage des gens qui ont été victimes de cette propagande. C'est terrible de se dire qu'on n'a pas pu les sauver. Que maintenant, ils sont là-dedans. Et nous, on les aime. Et même, ils se sont parfois dressés contre nous. Oui. Ils nous ont traités de tout. Oui. Parce qu'ils avaient vraiment confiance. Et ils pensaient qu'on avait tort de tenir le discours qu'on tenait, de se méfier. De se méfier. Oui. Et je pense qu'on va tous souffrir. Ceux qui se sont fait l'injection ou ceux qui ne se l'ont pas faite vont souffrir. Vont souffrir peut-être même plus ceux qui vont rester, c'est-à-dire ceux qui vont essayer de prévenir les autres. Ouais. On fait à notre échelle, mais on ne peut pas forcer. Et c'est justement le choix, la liberté qu'on défend. Donc chacun fait ses choix avec ce qu'il pense être juste. Et puis parfois on a besoin de se tromper, même gravement, pour comprendre certaines choses, pour apprendre, pour grandir. Ça fait partie de l'expérience. Parfois elle est douloureuse et on la paye longtemps, mais je pense que c'est aussi le chemin de certaines personnes qui n'est pas le même pour tous. Mais c'est pas évident. Surtout quand on a sa famille qui est impliquée là-dedans et qui risque d'en payer le prix. Oui. Oui. Ouais. En tout cas, tu as fait tout ce que tu as pu. Ah ça, c'est sûr. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et je continue dans la mesure de mes moyens. Oui. Je pense que... Enfin, moi, ce livre, je l'ai conçu comme étant, justement, un moyen d'aider les uns et les autres à une prise de conscience plus profonde et de les aider aussi à garder la foi. Oui, c'est un livre à au moins 2 usages. C'est un appel. D'ailleurs, tu t'adresses à l'occupant de l'Élysée, mais tu t'adresses aussi aux parlementaires et au peuple. Et au peuple. Il y a vraiment trois niveaux de lecture. Alors, je ne m'adresse pas du tout de la même manière au peuple. Non.
à la représentation nationale ou à M. Perlin-Papin. Non, tout ce que j'écris au peuple français, c'est justement... Je lui dis à quel point je crois en lui, à quel point j'ai foi en lui. Et je lui dis que même si parfois je doute, ma foi est plus forte que mon doute. Oui. Voilà. Et c'est la vérité. Et tu le sais. Et je le sais. Tu me connais bien. Je te connais. C'est pas une posture que je prends, c'est réel. Je suis sûr Il est vraiment... Je suis sûr que la lumière l'a déjà emporté, que c'est juste maintenant une question d'une formalité, une question de temps, de mise en place des choses. Mais je pense que tout pourrait aller plus vite si la représentation nationale assumait sa responsabilité de représentation du peuple français, au lieu de cirer les bottes du petit marquis qui se prend pour le roi, et de se comporter en gouriot, en godillot et en larbin. Parce que, et là maintenant, on assiste à quelque chose qui, sauf à ce qu'on me prouve le contraire, mais pour l'instant c'est pas du tout ce qui se passe, mais à une comédie. C'est du grand théâtre. C'est du grand théâtre. C'est-à-dire on a l'impression de voir la danse des Mamamouchi ou des médecins de Molière. C'est pathétique de les voir gesticuler, s'agiter et faire du bruit pour rien, puisque de toute façon, monsieur règne à coup de 49-3. Ouais. Donc, il est en train d'expliquer à tout le monde que de toute façon, qu'il y ait une Assemblée nationale ou pas, ça change rien. Ça ne changera rien. Et je ne comprends pas que l'opposition actuelle, qui se prétend réelle, ne donne pas le coup de grâce qu'elle pourrait donner. Qu'elle est légitime de donner, qu'elle a le pouvoir. Donner, avec notamment l'article 68. Ouais, avec l'article 68. C'est-à-dire que on est dans une situation qui n'est pas tolérable pour le peuple français. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés par une seule personne. C'est-à-dire qui nous explique que nos institutions ne sont qu'un décorum, que l'Assemblée nationale est là pour faire joli, mais que de toute façon, elle n'a pas son mot à dire, que seul compte sa volonté, que seul compte sa vision, que les gens qui ne la partagent pas sont des terroristes, etc. Enfin, on est dans un truc qui n'a pas de sens. Je veux dire, qu'on ne réintègre pas les soignants, ça n'a pas de sens. Sans aucune justification rationnelle. On les a déjà suspendus sans justification et on ne les réintègre pas. Parce que, prenons leur façon de raisonner. Il n'y a pas que les soignants, à part ça. Les pompiers, tous les suspendus, les restaurateurs, les soignants, les pompiers, les gendarmes. Bon, mais prenons les soignants. Ouais. Parce que les soignants et les pompiers sont des gens qui vont au secours. Qui sont au service de l'autre. Des citoyennes et des citoyens. Allez, raisonnons par l'absurde. Allons-y. Voilà. Des gens bienveillants qui nous dirigent considèrent que les soignants devraient s'injecter un produit parce que ce produit empêche la transmission d'un virus qui se répand et empêche les gens de contracter ce virus. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit vous êtes des soignants, nous ne voulons pas que vous risquiez de contaminer. Donc personne que vous soignez. Voilà, donc prenez ce produit, parce que si vous le prenez, vous ne pourrez pas contracter le virus. Ni le transmettre. Ni le transmettre. Sauf que maintenant, on sait que cette histoire n'a jamais été évaluée. Non. On sait que ce qu'on appelle un vaccin n'est pas un vaccin, parce que ça n'empêche pas de contracter la maladie. Il n'empêche ni de contracter la maladie, ni de la transmettre. Quand on regarde au dictionnaire la définition d'un vaccin, on voit très bien que le vaccin, c'est écrit, c'est donc l'injection d'une substance pathogène procurant l'immunité. Alors ça, c'est l'ancienne définition, mais Robert a changé la définition. Oui, et c'est la nouvelle, c'est quoi? C'est un truc comme améliore l'immunité, voilà. est dans un esprit de
D'améliorer l'immunité. Voilà, augmente l'immunité. Augmente Très bien. l'immunité. Cette substance pathogène qu'on va injecter augmente l'immunité. Or Alors, là, c'est pas du tout le cas. c'est pas du tout le cas. Non seulement elle ne la procure pas, l'immunité, mais elle ne l'augmente pas. Au contraire, elle cause des troubles de santé qui vont jusqu'à la mort et qui sont de plus en plus nombreux, qui entraînent une surmortalité qui déjà aujourd'hui est enregistrée. On a les chiffres, on a tout, et on peut établir la connexion entre cette surmortalité et le printemps du vaccin. Dans ce contexte-là, au nom de quoi on ne réintègre pas les soignants? Mais on est dans le déni de droit. Dans le déni de droit, dans la toute-puissance, dans la règne dictature. de l'absurdité absolue. Dans la dictature et dans le déni de droit. On n'est plus dans un état de droit. On est sous le règne d'un psychopathe. C'est de la psychopathologie. C'est un psychopathe. Quand on sait qu'il y a eu des incendies, qu'on a manqué de pompiers, oui, je sais. qu'on a suspendu des pompiers qui ne voulaient pas s'injecter le produit. Oui. Ok, je ne vois pas très bien le rapport. Pour les soignants, on peut comprendre, mais pour les pompiers, bon, bref. Mais mettons que pour pas contaminer les arbres. dans les ambulances, enfin bref. Mais comme on manque de pompiers, puisqu'on les a tous suspendus. Comme on manque de soignants d'ailleurs aussi. De la même manière. Et hommage à Annie Dupéré, qui a réussi, elle, à faire entendre sa voix dans les médias de complaisance. Bien. Et donc, manquant de pompiers, on est allé chercher des pompiers dans les pays frontaliers qui, eux, n'obligent pas les pompiers à s'injecter le produit, d'accord, qui se sont fait payer pour venir travailler chez nous. C'est absurde. Okay, alors qu'ils n'ont pas reçu l'injection. Et ceux de France ne peuvent pas exercer. Parce que s'ils n'ont pas reçu l'injection. Voilà. Tout est logique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut plus accepter cela. On ne peut plus. Il ne faut plus accepter cela. Alors, je comprends, moi, que les gens se disent, mais c'est quand même pas à nous de faire valoir ce que vous dites, monsieur Lalanne. On a élu des gens pour ça. Mais ils ne font pas le job, manifestement. Ils ne font pas le job, manifestement. Voilà. Et alors, pour l'instant, ils ne le font pas. Moi, là, dans mon livre, je leur donne toutes les raisons pour lesquelles ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. L'actuel chef du régime qui règne sur la France, par exemple, viole la Constitution tous les jours. Notamment là, viole l'article 35, c'est-à-dire viole les droits du Parlement dans le cas de figure des opérations militaires. C'est-à-dire que on peut pas, le chef de l'exécutif ne peut pas engager la France dans des opérations militaires au-delà d'une certaine période sans consulter le Parlement. D'accord ? Or, c'est ce qu'il fait. Depuis 9 mois, il engage la France, c'est-à-dire bien, il a explosé le délai. Il engage la France dans des opérations militaires ou paramilitaires sans consulter le Parlement. C'est une violation de la Constitution. Sur cette base, une de plus, parce qu'il y en a, j'en compte à peu près 12 que j'indique dans mon livre. Sur la base de cette violation-là, récente, et sur la base des autres, je ne vais pas les détailler toutes, on les trouve dans mon livre, on peut aujourd'hui invoquer l'article 68 de la Constitution et ordonner la saisine de la Haute Cour. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale se transforme en cour de justice et met le chef de l'exécutif au banc des accusés. Et à l'heure actuelle, tous les éléments caractérisant le délit qui justifie l'infraction, qui justifie la constitution de la Haute Cour, sont... et, malgré tout, ça ne se passe pas. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui les empêche d'agir ? Voilà. Pourquoi être si gentil ? Pourquoi être si gentil avec un adversaire politique ? Alors, est-ce vraiment un adversaire ? C'est ce qu'on peut se poser comme question. Voilà. Parce que, pour l'instant, moi, à l'Assemblée nationale, je vois des acteurs jouer la comédie de l'opposition.
Parce que ça ne sert à rien de faire de présenter une motion de censure, puisqu'on sait très bien qu'avec les traîtres les républicains qui soi-disant sont dans l'opposition, en fait ils travaillent pour l'actuel président, qui n'est pas président d'ailleurs. Donc pourquoi vouloir censurer un gouvernement alors qu'il est clair que ce gouvernement n'est que l'exécutant des ordres qu'il reçoit du chef de l'État? Je veux dire, ça sert à rien de s'attaquer aux marionnettes. Non. Mais c'est se foutre de la gueule des gens de présenter une motion de censure. Ne vous attaquez pas aux marionnettes, attaquez-vous aux marionnettistes. Puisque de toute façon, ce que ce gouvernement vous propose, c'est lui qui l'a décidé, lui tout seul. À l'heure actuelle, il y a une personne qui prend toutes les décisions en France. C'est pas possible pour nous. On peut pas accepter ça. Donc, moi je dis ceci. C'est pas la peine de se faire arracher les yeux, d'aller se faire arracher les yeux dans la rue, ou arracher une main, ou maltraiter, ou se retrouver en garde à vue. On a tous des emails, on a tous des téléphones. Il faut harceler et inonder les emails des députés et exiger Qu'ils fassent leur boulot. Qu'ils fassent leur boulot et qu'ils saisissent la haute cour et qu'ils se constituent en haute cour et qu'ils invoquent l'article 68. Il faut l'exiger. Il faut que les députés, il faut leur dire cash, si vous ne le faites pas, on ne votera plus pour vous, jamais. Et ça, je pense que ça va peser. Ça peut avoir un poids. Ça, je pense que ça va peser. Encore faut-il que les gens le sachent. Donc c'est bien que tu le dises. Et je le dis, et je m'adresse à la représentation nationale. Et j'ai envie de dire en particulier à Madame Le Pen et à Monsieur Mélenchon. Hein, ouais. Dont je ne partage pas les idées politiques, hein, soyons clairs. Mais si demain, l'un d'entre eux autorise 58 députés, parce qu'il en faut 58, oui, c'est ce que tu dis, soit 58 députés, soit 33 sénateurs, mais oublions le Sénat. Si demain, Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon autorisent 58 de leurs députés à se constituer pour invoquer l'article 68 et faire en sorte que la destitution procédera d'un vote. Oui, bien sûr, mais de mettre en route cette possibilité-là. Mettre en route le processus de destitution en saisissant la haute cour sur la base de l'article 68. Si demain les principaux partis d'opposition le font, moi personnellement je retrouverai confiance en l'Assemblée nationale. Mais voilà, l'appel est lancé. Oui. Moi je prends la carte du parti qui le fera. Ok. Quel qu'il soit. C'est noté. Parce que ça voudra dire que enfin des députés sincères occupent les bancs de l'Assemblée nationale. Parce que je le rappelle, le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, ça n'est pas simplement de proposer des lois et de les voter, mais c'est aussi d'exercer un droit de vigilance sur les abus d'autorité qui pourraient être commis par les uns ou par les autres. C'est ce que Montesquieu a imaginé quand il a prôné la séparation des pouvoirs. Alors, le fractionnement des pouvoirs. Ah. La séparation des pouvoirs, c'est une notion qui est née avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. On parle pour la première fois dans l'article 16 de la séparation des pouvoirs. Tout gouvernement qui ne garantit pas les droits et dont les pouvoirs ne sont pas séparés n'a point de constitution. Mais Montesquieu, l'esprit des lois vues par Montesquieu, c'est, en tout cas dans la construction républicaine, c'est l'idée que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Oui, Étienne Chouard en parle aussi. Il faut des organismes fractionnés qui s'empêchent les uns les autres de prendre le pouvoir. De procéder à des abus de pouvoir. Voilà. Et l'Assemblée nationale, si elle constate qu'il y a un abus de prérogative de l'un des corps intermédiaires, doit s'y opposer, doit le dénoncer. Et il y a des moyens constitutionnels pour ça. L'article 68 est le moyen. Et le moyen aujourd'hui, dans le contexte actuel où une personne se conduit comme un tyran et s'empare des institutions pour les détourner, en la personne du chef de l'État, l'article 68, c'est un moyen très efficace. Et en plus, il y a un effet bloquant. Parce que là,
non content d'utiliser le 49.3, hein, comme le goupillon, Oui. ou comme le marteau du Marteau juge, du juge, oui. hein, eh bien, ce monsieur passe son temps à menacer l'Assemblée nationale de dissolution. Oui, c'est vrai. Alors C'est comme ça qu'ils les tiennent. moi je dis, mesdames et messieurs les députés, tirez les premiers. C'est ça. Tirez les premiers. Parce que, C'est juste. et ça c'est juridique, le président de la République, il peut dissoudre l'Assemblée, Oui. mais il ne peut pas dissoudre la haute cour. Ah, ça je ne savais pas. Si demain, Tu le dis. 58 députés, hein, Au oui, lieu de rejoindre pompiers et infirmiers, suspendus par celui dont l'ultime posture consiste à faire ici acte de dictature, en niant votre rôle, tirez les oui, premiers. messieurs, mesdames les députés, tirez les premiers. Parce que si l'Assemblée nationale se constitue en haute cour, eh bien la dissolution devient impossible. Pourquoi ? D'accord. Parce que même s'il peut dissoudre l'Assemblée en tant qu'Assemblée, Oui. à partir du moment où elle s'est constituée en haute cour, elle devient la haute cour. Et donc elle n'est plus sujette à Bah, dissolution de la part de ceux. La Constitution n'autorise pas le C'est président de la sûr. République à dissoudre la haute cour. Non. La haute cour est un organe constitutionnel et en tant qu'organe constitutionnel, elle ne peut pas être dissoute. Elle doit exercer son rôle. Les députés sont censés connaître Mais non, ces non. lois-là. mais non. J'en ai parlé avec, je ne vais pas dire son nom, avec un député qui est de mon avis et qui en ce moment agit pour essayer de convaincre d'autres Ses députés. collègues. Voilà. Et elle me dit, mais vous êtes sûr, monsieur Lalanne ? Tu Je vois, dis elle oui, ne savait madame. Je ne savais pas. Si les députés de l'Assemblée nationale veulent mettre l'actuel chef de l'État hors d'état de dissoudre, il faut qu'il se constitue en haute cour. Moi, c'est très intéressant. Moi, je ne savais pas non plus que l'Assemblée nationale pouvait se Bah, constituer en haute cour. Ça façon-là. découle du principe de l'organisation de l'institution républicaine. Le chef de l'État n'est pas autorisé à dissoudre un organe constitutionnel. Oui, absolument. Ça peut Ça, je- procéder que d'un Ça, vote. je comprends. Ça ne peut procéder que d'un vote. Mm. Aujourd'hui, pour que le président de la République puisse s'autoriser à dissoudre la haute cour qui se constituerait, il faudrait que l'Assemblée nationale votât une modification de la Constitution permettant au président de la République de dissoudre la haute cour, ce qui lui permettrait alors de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, si l'Assemblée nationale votait cette modification de la Constitution, Elle se tirait une balle dans le pied. mais oui, Mais c'est ce qu'elle fait. Donc tout est possible, malheureusement. non, je pense pas. J'espère pas, mais Alors, Chloé, ne leur donne pas cette idée-là, s'il te plaît, mon cher Francis. Chloé, sincèrement, Ils en sont là parfois. tu sais que j'ai été candidat. Oui, Bon, aux législatives. j'avais aucune chance d'être élu puisque, hélas, en France, les gens votent encore pour les partis et pas pour les personnes. Et aussi, les médias ont fait le travail pour te Non. saboter au maximum. Non, regarde, Euh, quelqu'un quand même. aujourd'hui... Oui, bon, mais ça, c'est leur donner trop d'importance. La réalité, c'est qu'en France, c'est comme ça de père en fils. Les gens pensent que s'ils votent pas pour un parti, ils votent mal. C'est comme ça. C'est encore Donc, dans la tête des Français. Voilà. Donc, on ne peut pas encore vraiment proposer autre chose. Des individus. Moi, je Des le fais. idées. Moi, je le fais par acquis de conscience. Mais je sais très bien ce que je fais quand je le fais. Ok. C'est pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent qu'il peut y avoir autre chose que ce qu'on leur propose depuis... Parce qu'en attendant, j'aimerais juste lire ce passage où tu t'adresses au gland qui se prend pour un chêne. Moi, j'ai bien aimé cette image. Et voilà que le gland, se prenant pour un chêne, se dresse contre l'arbre et qu'ainsi se déchaîne contre son peuple, hélas, celui qu'il a élu. Et puis la fin. Il est temps à présent que je change de ton avec ce roitelet qui n'est qu'un avorton, que j'adopte avec lui un plus simple langage. Il est temps désormais, en dépit des moutons, des ratons qui le suivent du camp dira-t-on, de lui dire « Hé petit, il faut que tu te dégages ». J'ai beaucoup aimé.
Mais oui. Bon. J'essaie de me rappeler ce que je voulais dire. Pardon. Non, mais t'excuses pas, il est tard. Il est tard. Ça reviendra après. Mais en gros, aujourd'hui, on est dans un système où les gens votent pour des partis. Oui. Mais normalement, le représentant du peuple, il doit rendre des comptes à ses administrés. Oui. Il n'est pas là pour servir l'intérêt d'un parti. C'est ça que je voulais dire. En effet. Or, il se comporte ainsi. Parce que le principe partisan fait que c'est le parti qui donne l'investiture, donc c'est le parti qui dicte sa loi. On peut donc raisonnablement penser, au moment où on constate que l'Assemblée nationale ne fait pas son travail, c'est dans l'intérêt des partis Oui. que l'Assemblée nationale ne fait Absolument. pas son travail. Donc en fait, les partis servent à Et que, diviser notamment et que le principe partisan, finalement, et à empêcher les principes républicains de s'exécuter. que le principe partisan, finalement, cautionne un système qui coupe le peuple de sa souveraineté. Oui. Bon. Or, le fonctionnement vertueux de la République, c'est le fractionnement des pouvoirs. Donc, idéalement, pour que les pouvoirs soient fractionnés, il ne faudrait pas qu'il y ait des groupes d'influence au sein de l'Assemblée qui puissent infléchir la volonté des représentants du peuple. Oui. Ça, c'est un fonctionnement vertueux du système représentatif, qui, je le rappelle, n'est pas la démocratie. Oui, absolument. Parce que la démocratie, ça n'est pas décider qui décide. C'est ça, c'est décider des règles. La démocratie, c'est décider. C'est quand décider. le peuple décide, pas quand le peuple décide. Qui décide. Qui décide. Mais, aujourd'hui, moi qui ai été candidat, et qui était candidat citoyen, c'est-à-dire Oui. non partisan, Sans parti. Oui. si demain, il y a un parti qui se comporte non pas comme le serviteur du système, mais comme quelqu'un qui va vraiment au bout de ses actes, qui désigne son adversaire, et au moment où il est en position de force, l'achève au nom du peuple pour préserver l'intérêt du peuple, moi je suis même prêt à prendre la carte de ce parti. Parce qu'il se sera comporté, de manière vertueuse. Oui. Et quand tu dis, et tu as le droit de le penser, et beaucoup le pensent, que tous ces gens-là qui ont été élus seraient prêts à accepter une dissolution parce que ça servirait à l'intérêt... De ceux qui les sponsorisent aussi. Hein. Moi, je te dis que non. Tu sais pourquoi? Non. Et je sais. Parce que j'ai été candidat. Mais personne n'est pas sponsorisé, Non. contrairement à eux. Non, mais je te parle pas de moi. Ok. Étant candidat, Oui. j'ai fréquenté les autres candidats. Alors? On s'est parlé, on s'est affronté. Alors? Ben, je pense qu'ils se sont battus pour se faire élire. Et qu'une fois qu'ils sont élus, ils n'ont pas envie qu'on les dégage. Et je pense qu'ils n'ont pas compris encore vraiment que leur tête est sur le bio. En fait, c'est pas forcément leur tête, mais c'est leur place à l'Assemblée nationale. C'est ça leur tête sur le bio. Oui. Tu vois, là, tu crois qu'ils ont envie de repartir Mais... en campagne électorale? Non, non, bien sûr, mais est-ce qu'ils sont là pour défendre une certaine cause ou ils sont là juste pour être là? On va pas refaire la nature Non, humaine. bien sûr. Mais on peut, comment dire, on peut faire en sorte que les travers de la nature humaine servent le bien. Servent le bien commun. Ok, Voilà. je vois ce que tu Et dis. je t'explique. Si on est dans un système où l'intérêt de l'électeur qui est de se faire élire coïncide avec une prise de position qui soit vertueuse, Oui, on ne va pas se effectivement, gêner on va pas se gêner. pour l'invoquer, Non, non, je pour suis la d'accord. demander. Moi, je ne suis pas là pour faire un procès d'intention. Non, et puis ni pour éduquer les gens. Non. Je suis là pour désigner ce qui me semble être un danger pour mon pays. Et puis trouver des solutions.
Et surtout faire en sorte qu'on ne confonde pas la finalité avec l'objectif. L'objectif, aujourd'hui, vu tout ce que nous traversons, Oui. ça n'est pas de changer le système encore, en tout cas, ni de construire le monde meilleur, le monde de demain que nous construirons après le débat qui doit avoir lieu entre les uns et les autres. L'objectif... Qu'on peut déjà commencer à construire d'ailleurs, oui, en parallèle. De manière, l'objectif, donc. Oui, l'objectif, c'est de neutraliser l'individu qui, à l'heure actuelle, se conduit comme un despote, un tyran, impunément, sans aucune réaction, ni du peuple, vraiment, en tout cas, moins que ce qu'on a connu. On essaye, mais c'est vrai que... Bon. Et ni des corps intermédiaires. Oui. Les corps intermédiaires laissent ce blanc-bec utiliser les institutions, s'emparer des institutions pour faire n'importe quoi avec nos institutions et violer la Constitution tous les jours sans réaction. C'est pas possible. Ça n'est plus possible. Il faut que l'un des chefs de l'opposition parlementaire se lève et le neutralise. Parce qu'à partir du moment où il sera sur le banc des accusés, déjà on va lui rabaisser son caquet. Oui. Et il sera moins en position de faire la loi et il va se manger son 49.3. Parce que là, les choses vont changer, même au niveau de l'opinion internationale. Il n'a pas forcément très bonne presse. Non, mais plus l'opinion internationale. Hein. Plus personne ne le supporte. Oui, c'est valable aussi dans les hautes sphères. Oui, dans les hautes sphères, les dirigeants des États-nations, que ce soit Mélanie, que ce soit plus personne ne le supporte, mais le Scholz ne lui parle plus. Enfin, ils sont non, mais va au Bévin, tu vas voir que à part peut-être Trudeau, Trudeau à mon avis, il doit bien s'entendre les deux. Peut-être un copain de partout, je ne sais pas. mais à part Trudeau qui a l'air assez copain, mais les autres le fuient, ils veulent pas lui parler. T'as vu comment Mélanie parle de lui. Enfin, bon, et là, je te parle même pas des présidents africains, je te parle même pas de... Bon, bref. Ils sont vaccinés comme l'autre. Personne ne le supporte. Donc, le problème aujourd'hui, pour nous, Françaises et Français, c'est qu'il faut absolument pas que les gens à l'étranger pensent que ce gars nous représente. Je pense qu'ils ont compris la différence entre le peuple français et... pas forcément. Et son roitelet. Pas forcément. Non. Non. Peut-être que les gens pensent, si les Françaises et les Français votent pour ce gars-là, c'est qu'ils sont comme ça. Non. Il faut que la représentation nationale explique... Sache qu'on se désolidarise totalement de ce monsieur. Oui. Il faut que la représentation nationale explique au monde entier que nous n'avons rien à voir avec cette personne. C'est très important pour l'image de la France, vu la manière dont il se comporte. Là, il vient d'exiger des ONG au Mali de ne plus exercer leur droit d'ingérence humanitaire. Ah bah de mieux en mieux. Non, mais tu es au courant de ça? Non. Il a donné l'ordre aux ONG qui reçoivent de l'argent de la France au Mali de ne plus faire le bien au Mali. Et en vertu de quoi? Au prétexte de quelle raison? En vertu du fait que... Nouvelle? En vertu du fait que le gouvernement malien ne veut plus être pillé par le gouvernement français. Voilà, se réveille et refuse le pillage qui a lieu depuis... Donc, voilà. Depuis les colonies. Voilà. Donc, comme les Maliens ne veulent plus être pillés par le gouvernement français, donc on ne va plus donner d'argent aux ONG pour faire le bien là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est du chantage, c'est les moyens de pression habituels. Mais ça ne m'étonne pas, moi, personnellement. Ça doit s'arrêter. Oui, ça doit s'arrêter. Et la seule manière aujourd'hui que ça s'arrête vite, c'est que des députés responsables... C'est que des députés responsables demandent la saisine de la haute cour. Et si tu penses... S'il dégage, tu ne crois pas qu'il y en aura un autre? Alors, la même chose qui reviendra? Ne nous trompons pas d'objectif. Déjà, si l'Assemblée nationale se constitue à haute cour, ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera destitué. Oui, absolument, bien sûr. Sa destitution doit procéder d'un vote. Bon, les Américains l'ont fait avec Nixon. On ne peut pas le faire, nous. Bien sûr qu'on pourrait. On pourrait. Non, mais on ne peut pas préjuger d'un vote, d'accord? On n'est pas comme ça, nous. Mais on demande que ce procès ait lieu.
Parce que les Françaises et les Français méritent ce procès, méritent de savoir comment cette personne a financé sa campagne électorale, comment elle planque de l'argent, comment elle détourne de l'argent public, comment elle vend des secrets défense à l'étranger, comment elle viole la Constitution, qu'il y ait une enquête qui montre que ces gens-là savaient tout ce qui s'est passé. Et ils ont empoisonné les gens avec une injection en sachant exactement ce qu'ils faisaient. Et ils s'en sont pris à nos enfants. Okay. Tout ça, pour en débattre, il faut qu'il y ait un procès. Donc déjà, créons les conditions de ce procès, qui en plus stabilisera le fonctionnement des institutions, puisque la dissolution sera impossible, le chantage sera impossible, et le 49.3 va s'arrêter. Parce qu'il fera moins le malin quand il sera sur le banc des accusés. Effectivement. Voilà. Donc, tu sais, Roger Bambuc disait « une haie après l'autre ». Oui, effectivement, bien sûr. Non, bien sûr. Après, on verra après. Okay. Mais là, on a un problème. Oui, Gérons déjà ce problème. Il est identifié. Voilà, il a un nom et un prénom. Voilà. Donc, on ne va pas s'empêcher d'agir sur des objectifs d'urgence au motif que la nature humaine pourrait reconduire des situations comme celle-ci. Voilà, d'accord. Là, il y a une urgence, d'autant plus que moi, confier le bouton de la bombe atomique à un psychopathe comme ça, je suis désolé. C'est non merci. Voilà. Donc, je pense que les gens n'imaginent même pas jusqu'où ce genre de type peut aller. Ce sont des gens qui ont une ivresse du pouvoir. Donc, chaque fois que tu leur donneras un pouvoir, ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser, et puis jusqu'au bout, quoi. Là, il a le pouvoir de dissoudre, il va dissoudre. Oui. C'est sûr, juste pour se dire... Juste pour dire, je peux le faire. J'ai décidé, je dissous. Voilà. Oui. Et ça peut être pareil avec tout. Avec tout, y compris avec le bouton de la bombe atomique. Oui. Donc il est temps que les députés lisent ton livre. Il est temps que les députés lisent mon livre et surtout comprennent. Il y a un poème qui s'appelle Ratio Decidendi, où je leur donne les clés de la procédure qu'ils peuvent engager et qui justifie l'application de l'article 68. Oui, Ratio Decidendi. C'est celui-là. C'est celui-là qui commence... Voilà. Attendu que celui qui se dit président rend la loi illicite en la contredisant pour violer toutes les procédures légales. Qu'il oblige les gens en les intimidant à nuire à leur santé, en la fragilisant, et pour noyer le chien l'accuse de la gale. Attendu que, faute d'obtenir l'adhésion, il l'extorque. Attendu qu'il crée la division, et rompt l'égalité, suspend les libertés, contraint les citoyens à se faire injecter malgré eux des produits qu'à leurs dépens l'on teste. Ce qui n'est autre qu'un manquement manifeste aux obligations du président, je maintiens qu'il devient essentiel d'appeler en soutien l'Assemblée, le Sénat, et par là, comme suit, d'opposer au tyran l'article 68. Attendu que celui qui se dit président menace et persécute en les ostracisant tout genre qui dit non à la pensée globale. Attendu qu'il pourchasse ainsi les dissidents, les diffame, les raille, en leur interdisant l'accès aux grands médias, qui dès lors les remballent. Attendu qu'il muselle et trompe l'opinion, sape l'institution et crée la désunion entre ceux qui croient à ce qui leur est raconté et ceux qui n'y croient pas et seront rejetés. Attendu qu'il pourfend le peuple qui proteste, qu'il fait preuve ainsi d'un manquement manifeste aux obligations et devoirs présidentiels, incompatibles, ça c'est écrit dans le texte de la Constitution, concernant l'article 68, qu'il fait preuve ainsi d'un manquement manifeste aux obligations et devoirs présidentiels incompatibles avec le mandat officiel, les deux chambres devront se saisir comme suit, opposer au tyran l'article 68. Attendu que celui qui se dit président divulgue à l'étranger des secrets, réduisant par là même la sécurité générale. Attendu qu'il dépouille la France en bradant tous les biens de l'État, en le dévalisant pour servir des puissances multilatérales. Attendu qu'il insulte à la moindre occasion françaises et Français à la télévision, dans la presse étrangère, partout, sans compter qu'il violente les gens qui vont manifester, qu'il fait taire la voix qui s'élève et conteste, ce qui constitue un manquement manifeste aux obligations du président. Je le dis, il est temps à présent d'éteindre l'incendie, tant
pour les assemblées d'agir et comme suit, d'opposer au tyran l'article 68. Attendu que celui qui se dit président de la France aujourd'hui aggrave en les creusant les déficits de toutes les caisses sociales, et que ces déficits sont tous coïncidents avec les décisions qu'il prend seul, s'opposant aux principes qui fondent la France initiale. Attendu qu'il augmente ainsi par sa gestion la paupérisation de toute la nation et porte alors atteinte à la fraternité en privant de moyens la solidarité. Attendu que ceci dans l'esprit, dans les textes, est bien la preuve d'un manquement manifeste aux obligations du président, les Français ont de droit le devoir d'en faire le procès. Et pour cela, je dis qu'ils doivent comme suit opposer au tyran l'article 68. Attendu que celui qui se dit président concentre les pouvoirs et agit à présent comme nul ne le fit jamais dans les annales pour le compte de financiers non résidents, qu'il ne garantit pas les droits, et ce faisant qu'il porte atteinte à la cohésion nationale, attendu qu'il détourne la Constitution pour imposer sa loi à la population du mensonge d'État faisant la vérité, attendu qu'il accroît les inégalités et œuvre pour qu'en France les gens se détestent, j'attends qu'enfin le Parlement se manifeste et se saisisse au nom du peuple requérant, car il est temps, avant qu'on dissolve ses rangs, de prendre les devants, il est temps, comme suit, d'opposer au tyran l'article 68. Dire, par ces motifs, que le dit président risque la vie des gens en les utilisant comme cobayes pour l'industrie médicale. Dire et voir qu'il prive de droit les suspendants, soignantes et soignants, personnes refusant de céder aux pressions toujours plus radicales. Dire et voir qu'il trahit son pays, sa mission, trahit jusqu'à l'exercice de ses fonctions, vend du secret défense à qui veut l'acheter, fait la guerre sans que le peuple l'ait voté, et renie les Français, ce qui est, je l'atteste, le pire de tous les manquements manifestes à ces obligations dont il est inscrit dans la loi, qu'elles sont du devoir du président, représentant du peuple. Il vous faut, comme suit, opposer au tyran l'article 68. Envoi. Messieurs les députés, face à vous procédant, puisqu'il est établi par les faits précédents que celui qui se dit aujourd'hui président manque à tous ses devoirs, à ses attributions, donc manifestement à ses obligations, je vous demande, face aux troubles manifestes, de purger le pays du poison qui l'infeste, de vous constituer en haute cour et puis d'opposer au tyran l'article 68. Voilà. C'est assez clair. Clair. Et c'est très joliment dit. Et j'ajoute en épigramme. Vas-y. L'exécutif menace aujourd'hui l'Assemblée d'être dissoute en cas de motion de censure. Mesdames et messieurs les députés, d'emblée, puisque rien du contraire ici ne vous assure, au lieu de rejoindre pompiers et infirmiers suspendus par celui dont l'ultime posture consiste à faire ici acte de dictature en niant votre rôle, Tirez les premiers. tirez les premiers. Oui. Aujourd'hui, Madame Le Pen, par exemple, qui a une opposition forte et qui se prétend réelle à l'Assemblée nationale, je ne vois pas pourquoi elle fait un cadeau au chef de l'État. Pourquoi elle lui fait un cadeau ? Il faut qu'elle profite de la position qu'elle occupe pour le mettre hors d'état de nuire. Elle devrait. Elle doit le faire, sinon ça veut dire qu'elle est de mèche avec lui. Exactement. Voilà. Elle n'a pas fait recours contre la fraude. Ça, C'est aussi un indice. Non, pas pour Un moi. indice. Alors, je peux l'expliquer. Alors explique-le. Comment tu Quelqu'un l'expliques ? de sincère, quelqu'un d'élégant, même s'il constate la fraude, soit il va faire comme M. Trump, qui n'est pas élégant. Non. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mauvais président. Tout à Mais fait. en l'occurrence, dans cette affaire, il a manqué d'élégance et il n'a pas pu, en tout cas à court terme, prouver ce qu'il avançait. Il va y arriver, Oui, mais ça prend du temps. probablement. Moi, je suis à la place de Madame Le Pen, je peux me dire, je ne vais pas perdre de l'énergie. Ok. Alors qu'elle en avait la possibilité. Non, mais elle en avait la possibilité, mais je pense
si elle est sincère, elle peut se dire, mais c'est pas le cas de Madame Le Pen qui est le cas personnel de Madame Le Pen qui compte. C'est la France qui compte. On va pas commencer à s'épuiser, à perdre de l'énergie avec ça. Ok, j'ai perdu 2 millions de voix comme ça en direct à la télévision par magie. Bon, je pense que les Français ont compris, mais j'ai quand même un nombre important de députés à l'Assemblée nationale. Je vais pouvoir agir. Sauf que, est-ce qu'ils agissent? Alors, j'y viens. Ouais. Donc, sur l'histoire du fait qu'elle ne conteste pas, moi, je peux interpréter ça comme, au contraire, une preuve de probité et d'élégance et de sincérité. C'est pas mon cas personnel qui compte, c'est la France. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle agisse avec la force législative. Et il faut qu'elle mette en difficulté et hors d'état de nuire la personne qui a fraudé aux élections présidentielles. Est-ce qu'elle le fait? Elle ne le fait pas. Pour l'instant, je ne la vois pas le faire. Ok, elle a fait un coup magistral en disant « je vais voter la motion de censure avec la NUPES ». J'applaudis à deux mains. Sur le plan de la tactique politicienne, c'est très bien joué. Mais moi, citoyen, ça ne me suffit pas. Parce que tout ça ne sert à rien. La motion de censure ne sert à rien. La motion de censure ne sera pas votée. Tandis que l'article 68, il suffit de 58 députés pour le déclencher. Bien sûr. La haute cour, il faut 58 députés. Et elle les a. Elle les a, les 58 députés. Alors, comment tu expliques? Alors, je ne l'explique pas. Et quand je ne comprends pas quelque chose, ou elle me l'explique, et là, je vais peut-être comprendre. Peut-être. Et je vais peut-être lui répondre aussi. Oui. Okay. Si elle ne me l'explique pas, alors là, mon imagination va commencer à prendre le relais. À prendre le relais. Voilà. Et je vais me dire, mais si elle, finalement, elle joue le jeu de la personne qu'elle est censée contredire et à laquelle elle est censée s'opposer, c'est peut-être qu'il y a une collusion entre ces deux personnes. Et ça, j'espère que non, parce que ce serait une tragédie pour la France. Si les Français aujourd'hui croyaient vraiment à une réelle opposition, et que cette opposition n'est pas réelle, mais que c'est une opposition contrôlée... Tu crois que l'opposition serait allée si haut si elle n'était pas contrôlée? Oui. Au niveau des médias? Oui, parce que tu peux pas tout... Ah bon? Il y a des choses qui t'échappent, même quand tu es dans le contrôle. Et en même temps, si tu veux pousser ton imagination très loin, l'argument d'une opposition contrôlée forte, ça fait tomber les soupçons. Tu vois, si tu as l'impression que le tyran est en difficulté au moment où il exerce sa tyrannie, et que cette impression perdure au niveau des apparences, oui. Ben ça ne peut que l'aider. Regarde, en ce moment, il fait passer toutes ses lois. Ça s'agite à l'Assemblée nationale. Tu vois, oui. Ça gesticule, oui. Ça fait des grandes phrases. Oui. Mais lui, il fait passer toutes ses lois. Ça se passe comme prévu. Comme prévu, le plan se déroule comme prévu. Le plan de M. Schwab se déroule comme prévu. Oui. Ah, mais ça gesticule, ça gesticule. Oui, ça Alors, fait du bruit. Ça fait du bruit. Moi, je dis assez de gesticulation. Assez de gesticulation, assez de paroles en l'air, des actes. Des actes qui vont porter. Oui. Et le premier acte, le seul en tout cas, pour l'instant, qui me donnerait confiance en la représentation nationale, ce serait la saisine de la Haute Cour. Et tu leur donnes combien de temps pour s'exécuter? Pour leur... Il faut que ce soit réglé. Donner la possibilité de te... Il faut que ce soit réglé avant. La confiance. Il faut que ce soit réglé avant Noël. On a peu de temps. Ouais. On a une fenêtre d'opportunité étroite, comme dirait parce que je crains que ce monsieur nous prépare une grande tragédie. Oui. Quelque chose qui pourrait ressembler en pire à ce qu'a été le 11 septembre. Pour justifier tout ce dont il a besoin, la répression, la surveillance. Et donc je pense qu'il ne faut pas tarder à agir. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. On est d'accord. Je le crains, fort. Et puis, dans la dernière partie du livre, tu t'adresses au peuple. Lève-toi, ô mon peuple, et fais ta cohésion, non pas de ce qu'on dit à la télévision, mais de ce que tu vois de source par toi-même et de la solution, plutôt que du problème. Ton dernier ressort, ce sera le peuple. C'est mon rêve. C'est pour ça que je me bats. C'est mon rêve. Alors, je le dis, il m'arrive
De douter. De douter, je le dis. Il m'arrive parfois, je l'avoue, de penser que la France n'existe que dans le passé et que le peuple dont je parle, dont je rêve, n'est plus celui qui marche, mais celui qui crève. Du haut de mon gibet, je pense à tout cela, mais je sais que la France sera toujours là. Je pense qu'elle attend, je pense qu'elle veille, et que ceux qui dormaient désormais se réveillent. Voilà. Éveille-toi, ma France. Voilà, mes amis. Voilà, ma Chloé. Il est quelle heure, là? Il est l'heure de clore cette interview, cet entretien. Mais quelle heure il est, lui? Francis, je sais pas. Dis-moi Il doit l'heure être qu'il est. minuit. Non, il est plus que ça. Il est plus que minuit. Alors, Regarde, tiens, passe-moi mon portable. Alors, regarde, tu sais, on va brancher. Regarde, on va rallumer on le va mien. rallumer le feu. On va rallumer le mien. Est-ce que tu as une... J'ai ça. Tu as ça? Voilà. Hop. Et en attendant, je vais lire un poème. Allez, Allez. j'aime beaucoup la dédicace. Ça, on la garde entre nous. Qu'est-ce que je pourrais lire? J'ai mis des cœurs devant les morceaux que Oui. j'aime bien. Ah, Je vas-y. crois qu'on les a tous. Où est-ce que tu as des cœurs? Attends, faut continuer. Bon, ceux-là j'aime bien aussi, mais ceux que j'ai préférés, j'ai mis des cœurs. Mince, ils sont où les cœurs? Là, c'était la fin, mais je crois qu'on les a tous plus ou moins lus. Ouais, ça, on l'a lu aussi. Ah, attends. Ah, C'était quoi celui-là? un joli cœur. T'as eu une grosse journée, toi, aujourd'hui. Ah oui. Moi aussi. Grosse journée, grosse soirée. Tous les deux, on a eu une grosse journée, Bien une grosse chargée. soirée. Oui, ça, je l'ai lu tout à l'heure, avec l'allié russe. L'Europe est dévastée par l'oncle d'Amérique. Ouais. La guerre n'étant là que pour vider les stocks de l'Europe, hein, pour l'empêcher d'unir ses forces historiques et d'aller de Paris jusqu'à Vladivostok. L'Europe de Paris jusqu'à Vladivostok, c'est la seule Europe naturelle. Exactement. Mais je veux dire, c'est tellement absurde de s'en prendre aux Russes. Tu sais, je l'ai écrit ça dans le livre. C'est une phrase à méditer, voilà. Vas-y. À méditer ces mots que je trouve logiques du président Poutine à quelques chroniqueurs. C'est ces mots, hein. Vas-y. Ouais. Tout Russe qui ne serait pas un nostalgique de l'Union soviétique n'aurait pas de cœur. Mais celui qui songerait à la reformer n'aurait pas de tête. Fermez les guillemets. Ouais. Pensez-vous que quelqu'un qui parle ainsi voudrait faire ce dont il dit qu'un idiot le ferait? Voilà. C'est incohérent. Alors attends. Là, je crois que... Il est 3 heures. Tu vois? Ah ouais, on a perdu la notion du temps. C'est pour ça qu'on est un peu fatigué, je crois. Ouais, mais bon, on est Et vivant. ça vaut la peine. On est vivant. Mon père disait l'avenir appartient à ceux qui se lèvent À tôt. ceux qui se couchent tard. Non, il disait à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, d'accord, mais bon. Mais nous, on est des couches-tards. couches-tards qui se lèvent tôt. Oui. Ça va faire mal demain. Mais non. Non, on a l'habitude. On a toute la mort pour dormir. Ouais, exactement. Attends. Là, j'avais noté quelque chose. Là. La France fait toujours un fer de lance de l'innovation poétique. Oui, la France fut toujours un fer de lance. Toujours un fer de lance de l'innovation poétique. Oui. À opposer à l'innovation numérique. C'est à toi que je parle, lectrice, lecteur. À toi, l'être essentiel que l'on nomme personne, alors qu'il est quelqu'un, quelqu'une, et qu'il façonne le monde ainsi que fit pour lui le Créateur. C'est à toi que je parle, mon frère, ma sœur. À toi que je confie au milieu de l'automne ces vers pour que tu aies face au canon qui tonne, l'arme de paix qui fait obstacle à l'oppresseur. C'est à toi que je parle, en tant qu'individu, car seul peut retrouver ce qui était perdu le Perceval
sans qui la table n'est pas ronde. C'est par toi que je parle, en écrivant ces vers, toi qui, maître de toi, maîtrise l'univers et donc peut faire taire le canon qui gronde. C'est à toi que je parle, aux portes de l'hiver, c'est à toi que je parle, à cœur et livre ouvert. C'est à toi que je parle, et non à tout le monde. Très touchant cette dernière strophe qui s'adresse au lecteur comme si vous étiez deux. Voilà. Et je parle à chaque personne parce que je suis individuellement, parce que je suis contre toute forme de globalisation de l'humanité. Oui. Chaque être est toute l'humanité. Et chaque être est une humanité. Oui. Et l'humanité, c'est le rassemblement de toutes ces humanités. C'est pas la globalisation de toutes ces humanités. D'ailleurs, moi j'ai un projet, c'est de monter justement une internationale. Une internationale de la citoyenneté qui veut conserver ses valeurs. Tu vois, une sorte de parti... C'est pas l'internationale des travailleurs. Non. C'est l'internationale des citoyens. Des patriotes. Des patriotes. En fait, des conservateurs. Des gens qui veulent préserver leur tradition, leur culture. Et leur identité. Et leur identité. Voilà. Et je pense que, tu vois, il y a deux visions du mondialisme. Une que je réfute et une que je trouve positive. La version du mondialisme que moi je réfute, c'est celle d'un petit groupe d'une élite qui va décider pour la majorité des gens dans le monde. Ça, je réfute absolument, c'est hors de question. En revanche, il y a une vision du mondialisme que je trouve positive. C'est justement, comme tu disais, c'est une vision transversale de la fraternité. Explique. Ben, ce qui était à un moment donné l'internationale ouvrière, c'est-à-dire des gens qui, dans tous les pays, s'accordent sur des valeurs communes. Et là, en l'occurrence, ces valeurs communes seraient la volonté de conserver son identité, de préserver son identité, ses valeurs et ses traditions, sans se faire globaliser par une élite. Alors, c'est pas tout à fait la définition du mondialisme comme les mondialistes l'entendent. Non, c'est l'inverse. C'est tout à fait le contraire. Mais ça reste une vision... Une forme de mondialisation, oui, d'internationalisation. Oui, de la vertu. De la vertu parcellaire. C'est-à-dire, tu vois, tous les gens qui veulent préserver leur identité nationale, leurs valeurs et leurs traditions, sont d'accord sur ce point. Oui. Et ce point devrait les unir de manière internationale. C'est vrai. Tu vois? C'est une belle et donc, tu crées un accord mondial entre les gens, oui. Mais pas une verticalité mondiale. Pas un pouvoir Pas mondial. Un pouvoir mondial. Tu crées une entente mondiale. Oui, et des principes. Et des principes mondiaux. De préservation des identités des uns et des autres, de l'espace des uns et des autres. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait inventer. Si les gens... Mais c'est fait, tu viens de le faire. Ouais. Mais quand je dis on, je ne parle pas de moi. J'aimerais qu'on invente ça en étant nombreux à le faire. Tu vois? Parfois, il suffit d'un inventeur pour que l'idée se propage. On n'a pas besoin d'être beaucoup. Ouais. Tu sais comment on appelle quelqu'un qui trouve un trésor? Le mot. Non. Quelqu'un qui trouve un trésor, on ne doit pas dire qu'il trouve un trésor. On doit dire qu'il invente un trésor. Pourquoi? C'est le mot. Ah bon? C'est comme ça. Même si le trésor existe? C'est comme ça qu'il faut dire. Et je trouve ça vachement intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. On invente un trésor. D'autant plus si le trésor n'est pas matériel. En l'occurrence, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Restons sur ce trésor qui vient d'être inventé. Qui vient d'être inventé. Merci Francis pour cet entretien. Puisses-tu être entendu.